la maçonnerie. C'est terminé maintenant. Alors, neutralisation, infiltration, neutralisation, Déviation. déviation. Alors, comme vous avez parlé de Monseigneur Lefebvre, on arrive, ça tombe bien, on arrive à l'église. Donc, en page 55, vous avez un chapitre qui s'intitule L'Église face à la maçonnerie, et voici ce qu'on peut y lire. La condamnation de la maçonnerie par Louis XV date de 1737, celle par l'Église suivra un an plus tard. C'est le 28 avril 1738 que le pape Clément XII, par sa bulle In Imminenti, prononce l'excommunication des francs-maçons en, ouvrant les guillemets, dénonçant le secret dont ils s'entourent et entourent leurs travaux. Fin de citation. Alors, le roi de France condamne la maçonnerie. Un an plus tard, le pape lance une bulle pour condamner la franc-maçonnerie. On est en 1738. Et en 1789, il y a la victoire des perdants d'hier. Comment cette maçonnerie a-t-elle pu prospérer et prendre le pouvoir en France alors qu'elle avait été condamnée par la plus haute autorité de l'époque, à savoir le pape? Toujours en fonction des 3 points. Infiltration, neutralisation, déviation. Ils ne sont pas laissés faire. Pourtant, Dieu sait si au début, avec le cardinal de Fleury, qui était le premier ministre de Louis XV, ils ont été surveillés, persécutés, embastillés, etc. Mais leur tactique, c'est ce que je disais au début, a été de s'attirer les hauts dignitaires de l'aristocratie française, des proches du roi, pour que progressivement les poursuites cessent, pour ne pas toucher justement à des gens qui étaient déjà plus ou moins entrés en maçonnerie. La technique éternelle. On neutralise comme ça progressivement. À partir du moment où plus personne n'ose parler de la chose qui existe, elle n'existe plus. Donc elle peut prospérer. D'accord. Alors en page 93, vous présentez les grades de la maçonnerie, et je vais en lire certains. Grand pontife, ou sublime écossais, prince du tabernacle, souverain commandeur du temple, chevalier du soleil, chevalier d'Orient, prince de Jérusalem. J'en ai pris quelques-uns. C'est vraiment immonde ce qu'ils font, parce qu'ils singent de belles appellations. Vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est ça qui est absolument incroyable. C'en est risible et c'est pathétique. C'est de voir comment des représentants de la haute aristocratie ont pu être flattés par des titres ronflants comme cela. Alors qu'ils avaient déjà eux-mêmes des titres qui devaient suffire à leur bonheur quand même. Eh bien non. La vanité humaine est telle que c'est encore et encore plus. Oui. Et ils sont tombés dans le panneau avec justement tous ces oripeaux, toutes ces pseudo-décorations maçonniques dont ils ne connaissaient pas la signification. C'est ce que d'ailleurs, il faudrait que je retrouve d'ailleurs le passage, pour le lire textuellement, tellement c'est joli, de Pike, Albert Pike, qui est un haut dignitaire de la maçonnerie. Voilà ce qu'il disait, c'est dans son livre fondamental qui s'appelle Morals and Dogma. Écoutez bien. Une partie des symboles est divulguée à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils comprennent. Leur vraie explication est réservée aux princes de la maçonnerie. Où est la liberté du maçon dans cela? Il y a un autre texte aussi, pendant que j'y suis. Voilà ce que disait au sujet de la liberté de ceux qui rentrent à maçonnerie, un autre franc-maçon, Ragon, dans son rituel des 3 premiers grades, c'est-à-dire le bas niveau de la maçonnerie. Alors évidemment, c'est encore mieux, ou pire, quand on est au haut grade, voilà ce qu'il disait. Tout profane qui se fait recevoir maçon cesse de s'appartenir. Il n'est plus à lui, mais il appartient à un ordre qui est répandu sur la surface du globe. Et là encore, oui, la liberté du maçon. Oui, parce que les francs-maçons s'appuient beaucoup sur la devise liberté, égalité, fraternité. Tout à fait. Et là encore, double visage. Et dans votre livre, vous montrez en fait que ces 3 aspects sont totalement faux. Tout à fait. Et alors là encore, bon, peut-être qu'on va me dire que je fais une fixation sur ce malheureux, mais Bernard Anthony a soutenu dans son livre Vérité
je dirais plutôt pseudo-vérité sur la maçonnerie, la thèse que la devise liberté, égalité, fraternité avait une origine chrétienne. Il ne faut même pas se moquer du monde. Il faut regarder au-delà des mots. D'autant que je ne lui ferai pas l'injure d'être ignorant à ce point-là. Et c'est pour ça que je parle de compagnons de route. Oui, alors on va faire un saut dans le temps, si vous le voulez bien. Et en page 110, voici ce qu'on peut lire. Alors que la maçonnerie prétend être au-dessus de toute religion et race, curieusement, le B'nai B'rith est réservé aux seuls juifs. Alors, dans votre livre, vous expliquez, vous prenez une citation de Edward Groot qui dit, je cite, « Il existe une légende selon laquelle le B'nai B'rith a été créé parce qu'en 1843, les juifs n'étaient pas acceptés dans les ordres maçonniques. Ce n'est évidemment pas vrai, étant donné que parmi les fondateurs, nombreux étaient ceux qui y en étaient. » Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette loge et sur ce mensonge qui justifie la création d'une loge réservée qu'aux seuls juifs? Bon, alors c'est une question assez complexe, mais apparemment complexe simplement. Le B'nai B'rith, à mon avis, est né d'une situation particulière aux États-Unis. À la fin du XIXe siècle, avec les premiers immigrants juifs allemands, pour la plupart d'ailleurs, germaniques en tout cas, qui se sont trouvés face à une société protestante américaine peu perméable aux juifs. C'est ce qu'on appelle les WASP, White Anglo-Saxon Protestants. Et là encore, ils ont travaillé comme a travaillé la maçonnerie, puisque maçonnerie et judaïsme, on peut dire que c'est la même chose, la tactique est la même. Ils se sont arrangés pour que la puissance financière passe de l'une à l'autre. Et ça s'est passé au tournant de l'après-guerre 14-18. C'est là que la puissance financière protestante anglo-saxonne passe progressivement entre les mains de la haute finance juive internationale. Donc ça c'est pour expliquer le pourquoi de l'apparition du B'nai B'rith. Donc loge maçonnique uniquement réservée aux juifs, une espèce de racisme et d'apartheid là-dedans. Quant à la négation qu'il n'y ait pas eu de juifs à l'origine, puisqu'apparemment il y en avait peu au départ, c'est que si c'était affiché dès le départ comme étant partie prenante et partie fondatrice de la maçonnerie, il faut bien voir dans quelle société ils étaient à l'époque. Ils étaient dans une société tout à fait chrétienne qui avait un certain nombre de reproches à faire au judaïsme, ne serait-ce qu'en remontant à la mort du Christ, et à l'usure dont tous ses représentants avaient fait preuve tout au cours de l'histoire. C'est pour ça que, périodiquement, dans différents pays d'Europe, ils ont été très souvent mis à la porte. Mis à la porte, alors ils allaient dans un autre pays, s'installer, on les plaignait, et puis recommencer leur usure. La colère populaire montait, des pogroms, le pouvoir politique disait là, ça suffit, et on leur mettait dehors. Et c'est le drame du peuple juif, ça. Ça n'arrête pas, c'est répétitif. Ils ne savent pas s'arrêter. En fait, ils ne savent pas s'arrêter, ils ont un tel désir de puissance qu'ils ne savent pas s'arrêter, et c'est ça qui fait régulièrement leur perte. Alors, vous avez des mots très durs dans votre livre, ce qui me paraît normal, hein, contre la Révolution française entre guillemets. Et vous dites, en page 186, « Fait rarement souligné, les allées de la Révolution étaient encombrées d'étrangers, de Claude Samara, de Necker à Franklin, de Weishaupt à Ramsay, de Cagliostro à Mesmer, pour ne parler que des plus connus, sans compter les milieux israélites de France et d'ailleurs, qui mêlaient agitation révolutionnaire et qui la finançaient. Pourquoi aujourd'hui on continue d'appeler cette révolution française, en sachant qu'elle n'a pas profité à la France, et que la majorité de ceux qui l'ont faite ne sont pas français? Pour une raison très simple, c'est qu'il ne faut pas qu'on le sache. Élémentaire, mon cher Watson. Il ne faut pas qu'on le sache, justement. Et il faut tout de même, il faut que le bon peuple continue à croire qu'elle était française et que c'était une révolution au nom du peuple. Alors vous savez très bien, puisque j'ai commis une petite étude qui s'appelle « La démocratie contre le peuple », que c'est une révolution qui a été faite contre le peuple.
La meilleure preuve, c'est qu'un des premiers actes de la révolution, donc de la maçonnerie en arrivant au pouvoir en 1789, 1791, abolition des corporations. Oui. Hein? Alors, on pourrait dire qu'il fallait abolir les corporations parce que du fait du développement économique et industriel, la structure ne correspondait plus. Bon, d'une part, on aurait pu l'adapter. Il y a des structures qui peuvent s'adapter. Et puis, si on voulait la supprimer pour la raison qui était affichée, on pouvait la remplacer par une autre structure. Or, non seulement les corporations sont abolies, mais elle n'est remplacée par rien. Avec en plus interdiction au monde du travail de s'organiser, de se regrouper pour défendre ses intérêts, parce qu'il faut tout de même défendre les intérêts de ceux qui travaillent. Alors, à quoi aura servi fondamentalement cette abolition des corporations? Mais à laisser prospérer les appétits du capitalisme naissant, tout simplement. Donc, la révolution dite française est une révolution antipopulaire, pro-capitaliste financière. Donc, et là encore, c'est toujours l'histoire du double visage. L'émancipation Française et populaire, plutocratique, contre le peuple et contre les nations de l'autre. Donc à vous entendre, on peut dire que la Révolution a livré le peuple de France au capital apatride, la libre en pâture. Évidemment. C'est élémentaire, ça crève les yeux. D'accord. Alors à vous écouter et à vous lire, on a l'impression que la maçonnerie est forte et toute puissante. Sur quoi repose la force de la maçonnerie? Parce qu'en 200 ans, elle a prospéré, elle a été attaquée, et aujourd'hui on est en plein dans le mondialisme. Alors, quelle est la force de la maçonnerie? Quels sont ses points forts? Bon, je vais revenir à ce que j'ai déjà dit. D'une part, le faux visage qu'elle donne d'elle, la lâcheté de ceux qui devraient savoir et qui ne divulguent pas son vrai visage, et il faut se rappeler des mots de Pidis, sans compter celle de son prédécesseur Léon XIII, après être tombé dans le piège du il faut arracher le masque à la maçonnerie et la dévoiler telle qu'elle est. Et Pidis disant que la force de la maçonnerie résonne dans la lâcheté des bons. On en est là. On en est là. Alors, niaiserie, naïveté, crainte, peur. Il y a un texte terrible d'André Chénier qui avait commencé avec des illusions de la Révolution et puis qui s'était rapidement rendu compte de ce que c'était réellement que l'idéologie révolutionnaire et qui dit que la peur est un des grands moteurs de l'histoire parce que les gens de bien n'osent pas réagir et il dit ceci qu'il y a de terrible, c'est qu'en fait les révolutionnaires se moquent bien que les gens de bien adhèrent à leurs idées ou pas. L'essentiel pour les révolutionnaires, c'est qu'ils se taisent. On en est là aujourd'hui. Vous avez parlé de la lâcheté, mais alors comment vous expliquez que des catholiques soient lâches quand on sait que les catholiques, il y a quand même la notion de guerre juste, il y a eu les croisades, il y a eu la chevalerie, il y a quand même 1500 ans d'histoire. Comment on arrive à cet état de fait? Oui, c'est une donnée de l'histoire, c'est une constatation. Je pense que les races peuvent s'affaiblir. Je pense que tout ça part aussi du fait que autrefois, les catholiques, tous les représentants politiques de la société avaient eu une certaine formation. Et là aussi, c'est une des actions de la maçonnerie, c'est dès le succès de la Révolution, d'avoir tout fait pour mettre la main sur l'éducation. À partir du moment où vous mettez la main sur l'éducation, vous pouvez commencer à formater les intelligences. Et à partir du moment où les gens ne savent plus les vérités nécessaires pour la bonne marche de la société, eh bien, ils ne savent pas comment réagir. Et c'est le pourquoi de votre question. C'est la réponse à votre question. Le défaut de formation. Le défaut de formation. C'est pour ça que moi, toute l'œuvre que j'espère pouvoir laisser et poursuivre encore un peu, c'est de rappeler les vérités fondamentales pour la stabilité de la société. Il faut revenir aux bases constitutives. Alors, il y a un chapitre en page 201 qui s'intitule « Le communisme ».
Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur les légendes noires et les légendes dorées? Ma question est simple, communisme et franc-maçonnerie alliés ou adversaires? Les deux. Les deux, et c'est très curieux. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de plaisir à traiter ce chapitre parce qu'elle est tellement démonstrative de la technique d'infiltration de la maçonnerie que c'est criant. C'est criant et je crois que c'est la meilleure démonstration. Alors, alliés et adversaires. Alliés dans la mesure où le communisme est, comme la maçonnerie, toute chose à faire remarquer, avec l'islam, trois structures qui ont été suscitées par le judaïsme. L'islam, je répète, la maçonnerie, le communisme. Le judaïsme est derrière ces trois structures. C'est tout de même curieux. Vous le remarquez. Adversaire, parce que là, à partir d'un certain moment, certains communistes se sont rendus compte que la maçonnerie, puisqu'il y avait la possibilité de la double appartenance, faisait que la maçonnerie était un État dans l'État dans les régimes communistes. Et il y a eu, je ne me rappelle plus en quelle année, 1920 ou des poussières, il y a eu un ordre qui est venu de Moscou disant que la double appartenance était interdite, etc., etc. Et c'est là que l'on voit la tactique maçonnique, encore une fois, c'est que au lieu de dire bon, on ne veut plus de nous, on s'en va, ils sont restés. Ils ont agi par personnes interposées, en jouant de leurs influences, etc., jusqu'au moment où l'ordre est tombé en désuétude. Et ils sont restés dedans. Donc c'est en 1923 que le Parti communiste demande tout communiste appartenant actuellement à la maçonnerie. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est là qu'il y a d'intéressant. Et puis, il est à remarquer que depuis, c'est après Marchais, après Georges Marchais, que vraiment les responsables du Parti communiste sont revenus en maçonnerie. Est-ce qu'on peut dire, M. Pancadassac, que le marteau et la faucille sont des symboles maçonniques? Je ne pense pas nécessairement. Je ne pense pas nécessairement, non, je pense qu'il faisait allusion. Bon, l'idée est un petit peu la même que l'histoire du compas et de l'équerre. Ils ont voulu prendre le marteau et la faucille comme symbole du monde du travail. L'agricole avec la faucille et l'ouvrier métallurgique avec le marteau, disons, pour faire court. Mais là, ce chapitre sur le communisme, vraiment, j'ai eu grand plaisir à le traiter parce qu'il est absolument démonstratif de la technique maçonnique. On se fait jeter dehors comme du temps de Louis XV. Mais on continue à agir jusqu'au moment où les instances dirigeantes finissent par laisser tomber. Par totalement vérolé par le virus. Par être totalement vérolé. C'est fondamental ça. Ce chapitre est très important. Alors, en page 209 du livre, il y a vous avez un chapitre qui s'appelle « La neutralisation de l'Église ». Je vais citer un peu ce que vous dites, parce que c'est, me semble-t-il, très important. Alors, vous dites « Si la réaction antimoderniste et antimaçonnique de Pie IX, avec le syllabus et l'index, était oubliée, Léon XIII, sur la fin de son pontificat, revenu de ses illusions du ralliement, reprenait les grandes condamnations pontificales contre la maçonnerie. Pourtant, sa succession faillit mal se faire. À la mort de Léon XIII, rappelle l'historien américain Craig M. Bisher, c'est le cardinal Rampolla, secrétaire d'État, membre de l'Auto, Ordre Templi Orientis, mêlé à l'affaire Léo Taxil et Diana Vaughan, qui faillit être nommé pape. Le veto à son élection fut l'œuvre de Monseigneur Ernest Jouin, donc un Français, spécialiste du complot maçonnique, qui, soutenu par le cardinal